François Truffaut a 33 ans. Depuis l'âge de 10 ans, il passe la moitié de son temps à voir des films et à les juger. Il est devenu critique cinématographique à 20 ans. À 25 ans, il a réalisé son premier film. Aujourd'hui réalisateur, il est resté spectateur assidu et critique, même pour ses propres films. Ah, moi, je serais ravi d'avoir le même appartement Place Clichy. Malheureusement, il est ici. Et la consolation, si vous voulez, c'est que je la vois presque d'ici à Place Clichy. Je vois le Sacré-Cœur, je vois Montmartre. Mais enfin, j'aime mieux Montmartre que ce quartier de la Muette, oui. C'est parce que vous y avez des souvenirs d'enfance et des souvenirs personnels que vous y êtes revenu au moins dans 2 de vos films, c'est-à-dire Les 400 coups et puis Le sketch de l'amour à 20 ans. Oui, probablement. C'est probablement par... c'est plus commode pour moi de savoir où je suis. J'aurais davantage l'idée de tourner dans des rues que je connais, sans doute déjà parce qu'au moment d'écrire, on pense à des gens qu'on connaît, à des endroits qu'on connaît. Alors après, on revient sur ces gens qu'on connaît, ces endroits qu'on connaît, je crois. Claude de Givray. Il est devenu lui aussi réalisateur. François Truffaut avait 15 ans quand il l'a rencontré. J'ai connu Truffaut au cinéma, puisque dans le fond, il passe la moitié de sa vie au cinéma. Donc c'est assez normal que je le rencontre au cinéma. Je l'ai rencontré de mon côté, puisqu'à ce moment-là, lui ne me connaissait pas. Je l'avais rencontré au ciné-club du Quartier Latin en 1947. Et lui, il y participait d'une manière assez brillante. Il était très jeune, je crois qu'il était avant de partir à l'armée. Et je me souviens comme ça d'une chose assez drôle. C'était une projection d'un film d'Orson Welles. Et il y avait une personnalité comme ça, assez brillante, qui commençait à dire du mal d'Orson Welles. Et Truffaut s'était levé et avait dit « Monsieur, si vous n'aviez pas votre âge », le type devait avoir 40 ans, ce qui semblait très vieux à Truffaut, « je vous aurais cassé la gueule ». Je sais pas, il avait une vie de, comment peut-on dire, de bohémien du cinéma. Enfin, je crois qu'il ne devait pas avoir de domicile fixe. Il hantait tous les cinémas, tous les ciné-clubs. Enfin, c'était fou, son appétit, enfin l'appétit cinématographique qu'il pouvait avoir. Il allait voir non seulement les films américains, parce que finalement les cahiers du cinéma, les futurs cahiers du cinéma étaient davantage dirigés vers les films américains, mais lui, il allait aussi voir les films français, tous les films de Sacha Guitry, des choses comme ça. Enfin, il allait tout voir, quoi. Un peu comme un jeune garçon découvre l'énorme bibliothèque de son père ou de son grand-oncle et puis se met à lire tous les livres ordre alphabétique, enfin presque. Non, les premiers films que j'ai vraiment admirés, évidemment, c'était des films français, puisque j'ai commencé à aller au cinéma pendant la guerre. Alors c'était des films comme Le Corbeau, comme Les Visiteurs du Soir, ce sont des films que très vite, j'ai eu le goût de les voir plusieurs fois en tout cas. Au début, c'était accidentel parce que je les voyais en cachette de mes parents et il arrivait que mes parents disent tiens, on va aller au cinéma et j'étais amené à revoir le film sans pouvoir dire que je l'avais déjà vu. Mais ça m'a donné le goût, ça, de revoir les films plusieurs fois. Et si bien que 3 ans plus tard, enfin la Libération, en 1946, j'avais vu peut-être 8 ou 10 fois Le Corbeau, je connaissais par cœur même le dialogue. Et après la rencontre avec les amis avec qui finalement on a travaillé au Cahier, comme Jacques Rivette, etc., m'a un peu détourné du cinéma français. Je me souviens que Rivette trouvait absurde d'avoir vu 14 fois Les Enfants du Paradis, de connaître Le Corbeau par cœur. Pour lui, tout ça n'avait aucun intérêt, parce que lui réagissait uniquement au nom de la mise en scène. Et probablement, sous l'influence de Rivette et des gens du Cahier, j'ai pendant un moment oublié tout ça, qui revient maintenant. Il a commencé à écrire dans les cahiers du cinéma, et Parino, à la suite de l'article qu'il avait fait sur la certaine tendance du cinéma français qui réglait son compte qui réglait son compte à pas mal de gens en position. Enfin, Parino a fait appel à lui pour s'occuper de la page de art. Alors j'essayais vraiment d'envoyer les gens voir des films, j'essayais vraiment de les détourner d'autres films, ça vraiment. Truffaut était devenu le porte-drapeau de tout un courant d'idées. Il y avait, bien sûr, derrière lui, il y avait Rohmer, il y avait Rivette, il y avait André Bazin, évidemment. André Bazin, qui a eu une très grosse influence sur lui, et il défendait le cinéma presque dans son ensemble. Il était beaucoup moins de parti pris, enfin c'était moins une école. Éric Rohmer, lui, déjà donnait une direction. Et tous ces gens-là, peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'extrême jeunesse qu'avait Truffaut, qu'ils n'avaient pas la fougue qu'avait Truffaut, n'avaient pas l'impact sur les cinéphiles qu'ils auraient dû avoir. Et c'est Truffaut qui a donné cet impact et qui a fait des articles qui étaient
peut-être de la polémique, mais qui ont été formidablement salutaires. Maintenant, enfin, j'aime plutôt la nuance. Maintenant, je suis beaucoup moins péremptoire, oui. Je crois que c'est quand même une des rares fois, enfin en littérature ça s'est produit, mais enfin au cinéma il n'y a pas eu tellement d'exemples, où des théoriciens, si vous voulez, ont annoncé la couleur en disant voilà ce qu'il faut faire, et ont essayé après de passer à la pratique. Alors après cette période de critique, il y a eu un passage dans la carrière de François Truffaut, c'est le passage à la réalisation. Ça a été marqué par un article sur la production qui a fait un certain bruit à l'époque. Truffaut, lui, puisque finalement c'est pas la rentabilité qui l'intéressait, mais c'était de pouvoir s'exprimer, de pouvoir un peu changer ça, il disait on peut très bien faire un film pour 40 millions, il suffit de s'en donner la peine, il suffit évidemment peut-être de tourner avec un matériel plus léger, bien sûr, on ne pourra pas avoir le son synchrone, des choses comme ça. Alors il est passé à l'attaque peu de temps après. Il l'a fait d'ailleurs très prudemment. Moi, j'ai assisté à ses débuts de metteur en scène avec un court-métrage qu'il a fait qui s'appelait Les Mistons. Et Le Miston, c'était vraiment un ballon d'essai. C'était pas le film qu'il voulait absolument faire, mais je crois que c'est le film qui lui a permis de prendre contact avec la réalité cinématographique. Alors, d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que, alors que, dans le fond, un jeune metteur en scène chercherait des appuis professionnels sûrs, lui s'est entouré que d'amateurs. Il m'a pris comme assistant, j'étais un amateur. Si bien que c'est grâce aux erreurs des Mistons que je me suis rendu compte, pour les 400 coups, que je devais rester cette fois-ci très près de l'enfance et surtout très près du documentaire, avoir le moins possible de travailler, fonctionner avec le minimum de fiction. Au début de la nouvelle vague, je ne sais pas quoi, on a dit, les gens qui étaient contre les nouveaux films, des jeunes cinéastes, ont dit, finalement, c'est pas très différent de ce qui s'est fait avant. Et moi, je crois que le programme, enfin, je ne sais pas si on avait un programme, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je n'avais jamais pensé, si je faisais des films, révolutionner le cinéma ou m'exprimer autrement que les cinéastes d'avant. J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Il y a une phrase de Malraux célèbre qui dit « un chef-d'œuvre n'est pas un navet en mieux », et pourtant, je pensais que les bons films, c'était les mauvais films en mieux. Autrement dit, je trouve qu'il n'y a pas tellement de la différence pour moi entre un film comme Aimez-vous Brahms et La peau douce, qui est le dernier que j'ai fait, c'est simplement que c'est la même chose, c'est le même film, simplement que dans La peau douce, ce sont les acteurs qui correspondent aux personnages qui les jouent, les choses sont senties justes, et on essaye en tout cas, et de les faire ressentir justes, alors que dans l'autre, tout était faux, parce que c'était un film que ne pouvait jouer ni Ingrid Bergman, ni Anthony Perkins, ni Yves Montand, donc on partait dans le mensonge depuis le départ. Alors ce n'est pas l'idée d'un autre cinéma, c'est l'idée du même en vrai, en y croyant. C'était ça dans mon esprit. Il n'y a pas de différence énorme entre Chien perdu sans collier et 400 coups. C'est la même, je sais pas, enfin c'est sûrement assez proche. Simplement, moi je voulais faire le bien parce que j'aimais pas l'autre, c'est tout. Jacques Aboursou. Dans mon premier film, Les 400 coups, que tout le monde a reconnu, il y a eu l'influence de Vigo qui est évidente, mais il y en a une auquel on n'a pas pensé, qui était celle d'Allemagne à zéro, parce que c'était le seul film où un enfant était montré était suivi d'une façon documentaire, et était montré comme plus grave que les adultes qui sont autour de lui. C'est la première fois que c'était fait sur ce principe que la gravité est chez les enfants, et la frivolité souvent dans leur ambiance autour d'eux. Il a renforcé du moins une chose qui est déjà chez Renoir, qui est le goût de rester très près de la vie et très documentaire. Et Rossini pense qu'il ne faut pas écrire de scénario, par exemple, qu'il n'y a que les salauds qui écrivent des scénarios, qu'un conflit de films vient simplement des données. Tel personnage, à telle époque et dans tel pays, confronté à tel autre personnage qui, lui, est de ce pays-là, eh bien, le conflit naturel entre eux, c'est ça. Et maintenant, on part là-dessus, il n'y a rien à inventer. Donc, on a commencé ce travail des 400 coups. J'ai commencé par faire des fiches, alors, à l'école. Toutes sortes de gags à l'école, à la maison, toutes sortes de gags à la maison, dans la rue, toutes sortes de gags dans la rue. Je crois que tout le monde fait comme ça, enfin pour beaucoup de films, on fait comme ça pour les films comiques, mais on peut même faire comme ça pour les films dramatiques. Et voilà, et ce matériel est évidemment souvent à base de souvenirs, et je me suis rendu compte à ce propos qu'on peut très bien faire travailler sa mémoire. Par exemple, j'avais retrouvé une photo de classe, la classique photo de classe avec tous les élèves alignés, etc. Et un matin, la première fois que j'ai regardé cette photo, je me suis aperçu que je me souvenais seulement du nom de 2 amis. Et en regardant la photo tous les matins, pendant 1 heure,
je retrouvais les noms, je retrouvais les professions des parents, je retrouvais où ils habitaient, je retrouvais... Et c'était au moment où je rencontrais Moussi, où je commençais à lui demander si ça l'intéresserait de travailler avec moi là-dessus. Moi, j'ai beaucoup fait l'école buissonnière. Alors, tous ces problèmes de mots, d'écriture, de mots imités, de carnets de notes signés, tout ça, je connaissais ça par cœur, bien sûr. Y compris les cartables derrière les portes? Y compris les cartables derrière les portes cochères, oui. Pour aller au cinéma? Oui, parce que il y avait deux ou trois cinémas dans Paris qui ouvraient à 10h du matin, et évidemment, ils avaient une clientèle composée presque exclusivement d'écoliers et de lycéens. Et on ne pouvait pas venir tous avec nos cartables, ça aurait fait un drôle d'effet. Et je me souviens de 2 cinémas d'ailleurs qui se faisaient vis-à-vis, le Cinéac italien et le New York. Et tous les matins, vers 10h moins le quart, il y avait tout un groupe là, il y avait peut-être 50, 70 enfants. Et ils attendaient, et le premier cinéma qui ouvrait absorbait toute la clientèle parce qu'on avait hâte de se cacher quand même. On se sentait terriblement en faute, surtout au milieu de tous comme ça. Qu'est-ce qui est caractéristique, d'après vous, de la manière dont François Truffaut dirige un comédien? Oui, lui, on peut le placer vraiment dans les réalisateurs, les metteurs en scène de comédiens. Pourquoi? Parce que avec lui, on oublie complètement la mécanique. On sent très bien que de la façon dont il donne ses ordres, ses indications, plutôt ses indications que ses ordres, parce que ça ne paraît jamais être des ordres, on sent très bien qu'il veut libérer le comédien de toute contingence mécanique. Les places sont des places qui viennent naturellement. Oui, ce que je trouve formidable dans ces films, enfin quand moi je travaille avec lui, c'est ce sentiment de liberté, de vérité, ce sentiment de vivre vraiment la caméra. Et c'est l'intuition justement qu'il a de la vérité de toutes les petites choses comme ça. Dans les 400 coups, je le revois souvent et je vois que c'est émaillé par plein de détails qui donnent à ce film beaucoup de poésie. Par exemple, c'est quand mon père vient, je suis à table, je suis dans l'appartement, et regarde le stylo, il me dit « Qu'est-ce que c'est que ce stylo ?» Alors je lui dis « Je l'ai changé. » Il dit « Tu fais beaucoup d'échanges en ce moment. » Et vraiment, pour un gosse, ça vous glace le sang quand votre père vous dit un truc comme ça. Et ça, c'est de la pure intuition. Et les indications qu'il me donnait, il me disait, il me donnait l'idée de ce que je devais dire, de ce que je devais faire, mais c'est tout. Et moi, je m'exprimais avec mon vocabulaire, avec mon âge, enfin, j'improvisais. Vous n'avez jamais eu de texte à apprendre par cœur? Non. Jamais. Si j'ai besoin d'une intonation précise pour une phrase, je leur dis, voilà la phrase qu'il faut dire, mais en plus, il faut penser ça dans ta tête. Alors, par exemple, dans les 400 coups, j'ai le moment où l'enfant, va à l'école, n'ayant pas de mot d'excuse à donner parce qu'il a manqué 3 jours, il décide de dire que sa mère est morte. Bon. Alors nous, on ne sait pas qu'il a décidé ça. On sait seulement qu'il a décidé de dire quelque chose d'énorme. Et ce truc de ma mère est morte, il pourrait le dire de 36 façons. Ça pourrait être très sournois, ça pourrait être plaintif, ça pourrait ma mère est morte, ça pourrait je sais pas quoi. Et j'ai décidé qu'il fallait donner l'impression qu'il renonce à le dire, qu'il n'ose plus le dire, et que ça soit donc le professeur qui l'oblige à le dire. Alors, il dit, le professeur lui dit, alors où est ton mot d'excuse? Alors l'enfant dit, c'est ma mère, monsieur, ma mère. Alors le professeur lui dit, ta mère, qu'est-ce qu'elle a ta mère? Et c'est parce que le professeur, évidemment, l'a pressé comme ça, qu'il se dit tout d'un coup, tiens, ça va être, il cherche la bagarre, il va la voir, il dit, elle est morte. Et alors je lui ai dit de penser à ce moment-là, en lui-même, ça vous emmerde. C'est-à-dire, elle est morte, ça vous emmerde, hein? Alors il n'y a pas ça vous emmerde, hein? Mais il le pense, lui, et ça lui donne exactement le regard que je voulais, l'intonation que je voulais, même la position du visage un peu relevée vers lui. Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche. Excuse-moi, mon petit, je pouvais pas savoir. Elle était malade? Bah oui, monsieur. Il fallait m'en parler. Faut toujours se confier à ses maîtres. Allez.
Rejoins tes camarades. Va. Qu'est-ce que t'as trouvé comme style? Oh, laisse-moi tranquille. Parce que ça, c'est un mensonge qu'on peut le dire une fois, mais pas deux. Je me souviens avoir pensé à des cinéastes précis que lorsque je me suis trouvé devant des difficultés précises, et même plus au montage qu'au tournage. Si le jour où j'ai fait dans la classe, la classe, dans l'école, le père qui vient gifler son fils, ayant appris que le fils avait manqué l'école, et le fils le matin étant rentré en disant que sa mère était morte. À ce moment-là, j'avais des problèmes de découpage parce que je savais que c'était une action rapide, que je n'en sortirais en découpant beaucoup, alors que dans tout le film, le reste, c'était plutôt l'enregistrement des situations, encore une fois. Et là, je savais que j'étais obligé de faire du cinéma et j'ai pensé à Hitchcock parce que sinon, j'avais pas de repère, je voyais pas comment la découper, cette scène. Or, je savais que, je sais pas, comme les choses sont tellement senties chez Hitchcock, je savais qu'il fallait avoir le directeur, on entend un bruit à la porte, le directeur il va, l'enfant se sent concerné, on repasse à la mère. Par exemple, ça m'a fait dire à Claire Maurier, arrivant derrière la vitre, au lieu de chercher son fils dans la classe, comme ce serait naturel, cette femme n'est jamais venue dans la classe, eh bien je l'ai fait regarder droit, directement tout de suite sur la table de l'enfant, parce que je savais que c'était ça qui était dramatique, et non pas la réalité qui serait de chercher parmi les trucs où est son fils. Ah, ils étaient vraiment en classe, ces enfants. Et si on les regarde et que chacun fait quelque chose de différent et de réaliste, ils sont formidables. Asseyez-vous, mes enfants, asseyez-vous. Sans qu'on leur demande. Ils ont un sens de la réalité extraordinaire. Monsieur le directeur, j'estime que la sanction doit être à la mesure. Mais la mesure est dépassée, mon cher. Nous sommes dépassés par l'anomalie d'une telle faute. Seuls les parents ont pouvoir de sévir. On s'expliquera tous les deux ce soir à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, après ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends? Oh, les miens, ils en ont vu d'autres. Oui, mais il y en a marre. Il faut que je vive ma vie. Je leur écrirai une lettre pour leur expliquer. Tout de suite? Oui, ça vaut mieux. Et où est-ce que tu vas coucher ce soir? Oh, j'en sais rien, ça m'est égal. J'ai peut-être une idée. Rendez-vous dans 1 heure devant le château de la Place Pigalle. Oui, d'accord. Salut. Salut. L'enfant n'envisage plus de rentrer chez lui parce qu'il a fait un tel mensonge et ça a causé tel dégât à l'école. C'était des choses assez énormes pour moi qui suis très réaliste et ça me gênait de faire ça. Et je m'en suis sorti vraiment en me souvenant de Renoir, alors, et d'une scène précise. C'était une scène de La Bête humaine où Jean Gabin, après avoir tué Simone Simon, revenait à la locomotive le lendemain matin et disait à Carrette, avec énormément de simplicité, c'était la simplicité qui faisait passer tout à ce moment-là, il disait, bah voilà, je la reverrai plus, je l'ai tué. Vous vous souvenez de la présentation à Cannes des 400 coups? Ah oui, oui. C'était un souvenir extraordinaire. Ce qui était amusant, c'était le contraste entre François et puis Jean-Pierre Léaud, qui était déchaîné. Lui, il était vraiment à son aise. Il fallait lui courir après, parce que lui, il partait dans la nature. On retrouvait dans tous les bars. Il s'était senti vedette, là. Depuis, il a bien changé. Il a de nouveau les pieds sur terre, le sens des réalités. Il a un petit garçon timide maintenant. Ah, maintenant, c'est sa période de timidité, mais à cette époque-là, il n'était pas du tout. Mais le plus timide, c'était François. Heureusement, il y avait Cocteau pour le pousser, pour le présenter, pour c'est Cocteau qui a fait tout le travail, quoi. Il a tout organisé pour François. Il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, ça va être la suite des 400 coups, c'est le premier amour, d'un jeune garçon, tout ça. Alors j'ai dit oui, je suis d'accord, et puis j'étais extrêmement content de travailler avec lui, parce que, enfin pour moi, je trouve que les moments les plus exaltants, les plus formidables de ma vie, c'était pendant que je tournais avec lui. Vraiment. On a souvent dit que dans L'amour à 20 ans, vous ressembliez à François Truffaut lui-même. Qu'en pensez-vous?
Mais on ressemble aux gens qu'on aime beaucoup. Alors là, l'idée était de faire une scène qui avancerait en même temps que la musique, enfin une scène, voilà, un coup de foot musical. Là, c'est la salle Pleyel, pleine de jeunes gens. Évidemment, quand on fait une scène comme ça, on ne sait pas à partir de quel moment le public va remarquer ce qu'on veut lui faire remarquer, c'est-à-dire la présence de la jeune fille. Je crois que c'était à peu près maintenant. Voilà, et là évidemment ici, oui. Et pour arriver à une certaine intensité, on a évidemment des cadres de plus en plus serrés. Je ne connais pas la durée exacte de cette scène, mais enfin elle est assez longue. L'intérêt pour moi c'est ça, c'est uniquement ce contrepoint musique et une action. C'est lié à des souvenirs au fond, parce que autrefois, je crois que ma tante était violoniste et j'avais écouté un concert où elle jouait. Voilà, là évidemment on a une scène qui pourrait être très impure et qui fonctionne bien, je crois, grâce à l'innocence de Jean-Pierre Léaud et puis à la jeunesse des personnages. Finalement, il n'y a rien de louche, mais on peut mettre deux autres acteurs et ça devient très louche tout ça. Ça m'intéresse et j'ai refait ça à nouveau dans La peau douce. J'ai dilaté des moments que je trouve trop courts dans les autres films, qui sont des moments où les gens commencent à faire connaissance. Finalement, la bagarre d'un metteur en scène avec la durée, c'est une chose tout à fait personnelle et c'est une chose qui continue toute la vie. Je trouve ça justement encourageant d'une certaine façon que Hitchcock à son 52e film ait encore des ennuis avec la durée. Je trouve ça prodigieux. Et ça, je crois que c'est un phénomène important du cinéma.